Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette session de ouverture de la deuxième journée et sans attendre, donc j'ai le très grand plaisir d'avoir avec nous donc Saskia Sassen, très connu au niveau international et en France en particulier. Donc Saskia, sociologue, Université de Columbia, une citoyenne du monde, parce que tu es née en Argentine, mais tu as tellement de présence dans le monde entier. Saskia nous a fait vraiment l'honneur d'être là avec nous pour cette ouverture. Dès qu'elle descend de scène, elle part tout de suite en Italie, ensuite ailleurs. Donc on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous et on va optimiser la demi-heure que nous avons aujourd'hui pour dialoguer avec elle. C'est surtout toi qui vas parler. Je vais juste lancer quelques questions. Donc, Saskia, bienvenue à Paris au nom de toute l'équipe d'organisation de la Ville de Paris et de la Tribune. C'est un honneur de t'accueillir. Merci pour ta présence. C'est vraiment un événement spectaculaire. Je trouve le concept. Déjà l'année dernière, j'étais. Absolument. Non, pas derrière, mais dernière. That was a little mistake. Yeah. Effectivement, l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, donc au samedi. À midi, tu avais fait un dialogue avec Edgar Morin qui est resté, qui est enregistré, qui est très téléchargé, qui est très regardé encore aujourd'hui. C'était par ailleurs très émouvant et très beau. Donc, Saskia, on va parler aujourd'hui du sujet qui guide donc, cette déjournée, c'est les villes pour tous. City for Life, les villes pour la vie. Donc, les villes pour tous, toi qui t'es bas d'ailleurs avec un esprit intellectuel mais également militant pour les villes pour tous, la lutte contre l'exclusion et qui a conceptualisé les villes avec les grandes inégalités, la grande pauvreté et la grande fragilité. Qu'est-ce que ça t'évoque donc pour toi, dans ta vision internationale, les villes pour tous? Alors, je crois que la ville est vraiment l'espace aujourd'hui, à mon manière de le voir, où ceux qui n'ont pas le pouvoir peuvent faire une histoire, une politique, une économie. Parce qu'il y avait, peut-être dans le passé, il y a 100 ans, il y avait des autres espaces. Mais maintenant, si on regarde par exemple le Global Sud, toute la terre est achetée maintenant par Nestlé, par Coca-Cola, par les minières. Alors la ville, la grande ville, c'est vraiment l'espace frontière où ceux qui n'ont pas le pouvoir peuvent quand même dire, comme on dit en Argentine, estamos presentes. Hein? On est présent. On ne te demande pas de faire quelque chose pour nous, État. Mais nous sommes ici. C'est aussi notre ville. Il y a plus des autres espaces où ça se peut donner. Alors je trouve ça quand même très important. Et ça vraiment une histoire de maintenant, du présent. Alors, au niveau de ville intelligente, que je comprends, je dis toujours, j'aime dire, c'est un peu une rhétorisation, disons, de la rhétorique, mais il y a quand même aussi de la vérité. Et ce il n'y a pas de ville intelligente dans le sens technologique si ça ne mobilise pas l'intelligence de tous les gens de la ville. Alors, il faut tant incruster la technologie, dans la technologie, l'intelligence de tout le type de situations sociales que trouve une ville, aussi the neighborhood, le voisinage pauvre, disons, et aussi pouvoir capturer cette intelligence de le voisinage. C'est pas seulement les experts, c'est pas seulement les élites, c'est aussi chaque voisinage, every neighborhood, dans une ville, a une connaissance de la ville qui n'existe pas dans le centre, dans la mairie, dans les experts. Alors il faut capturer la grand-mère, le petit enfant, le sans-abri. Tous connaissent quelque chose de la ville que nous, les experts, ne connaissons pas. Alors ça, pour moi, c'est un point de partie, disons, n'est-ce pas? I could go on and on, but I won't. Et quand on parle, Saskia, de cette notion de ville pour tous, d'intelligence par la mobilisation des citoyens, on aborde le problème qui est au cœur de ce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, évoquait hier,
comme son combat majeur sur la ville de Paris, l'exclusion sociale. Et donc, on a parlé hier de construire des villes inclusives. Tu as développé un texte magnifique, une recherche donc, qui a été résumée d'un certain nombre d'articles qui sont parus, et à qui appartient la ville. Et tu avais étudié 10 grandes métropoles et tu avais étudié les problématiques du foncier, de l'immobilier, du cadastre dans ces villes-là. Est-ce que tu peux nous faire le parallèle entre cette notion d'exclusion sociale ou d'inclusion et de l'autre côté, à qui appartient la ville in fine? Alors, il y a une vieille dynamique, que c'est l'exclusion sociale, ou simplement un fait que tout devient plus cher et les gens pauvres, le ménage pauvre ne peuvent plus acheter une petite maison, disons, dans la ville, n'est-ce pas? Ils doivent aller hors de la ville. C'est ça. Mais il y a cet autre phénomène, que c'est un phénomène qui commence d'une manière vraiment importante. Et j'ai écrit sur la tribune il y a une année sur ça. Et c'est l'achat de bâtiments, de grands bâtiments. Alors je regarde maintenant le centre-ville où ça se passe le plus. Alors l'année dernière, de moitié de 2014 à moitié 2015, plus d'1 trillion, 1,3 dollars achetés dans des propriétés, un minimum prix, c'est 5 millions de dollars. Ça, c'est seulement dans des villes. Alors, à ce niveau d'achat, et ça, c'est année après année. Deuxièmement, si on pense une chose comme ce qu'en anglais j'appelle la utility function, la utilité de cet bâtiment, c'est très très vague. Alors ça c'est quand même un fait très important. Plutôt de bâtiments, les bâtiments sont plutôt subutilisés. Alors il faut se vraiment demander, qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que se passe? Parce qu'on achète. Et à New York, il y a beaucoup de grands bâtiments qu'on n'utilise pas. Même chose à Londres. Alors, il me semble, a theoretical move, comment on dit ça en français, une interprétation possible, c'est que ce qu'on voit, c'est l'achat de terres urbaines. Comment on achète la terre urbaine? À travers des bâtiments, c'est beaucoup plus facile qu'aspirer à acheter la terre urbaine elle-même. Alors ça, pour moi, explique. Je vous donne une petite donnée que ce n'est pas totalement officiel, mais Singapour, le gouvernement de Singapour, un gouvernement très bien managé, un gouvernement avec une grande intelligence, grande capacité. C'est pas comme le gouvernement aux États-Unis, disons. On va en parler aussi. Et ça que c'est bien. A acheté une grande partie le secteur le plus pauvre de Detroit. Alors, moi, je vois ça et je dis, pourquoi? Il n'achète pas. Il achète partie de Detroit à travers des bâtiments. Mais il est vraiment en train d'acheter une pièce de terre urbaine à Détroit. Et la région où est Detroit est une ville détruite, une partie, vous savez, non? Il y a beaucoup de pauvres. Alors il attend à que part le dernier pauvre, et alors on commence à installer un nouvel modèle urbain, corporate, basically. La grande région où est Detroit, c'est une région très très riche, très bien gestionnée. Alors, vous savez, vous commencez à regarder les choses comme ça. Et vous ajoutez à ça ce que j'ai dit, what I already said, qu'une grande partie du Sud global a été achetée déjà par le Nestlé, Coca-Cola, les minières, etc. Et on dit ici, ce qu'on voit, c'est vraiment a massive loss of habitat. Hein? Tout vient acheter. J'exagère un peu, mais seulement un peu. Et c'est pour ça que le fait que Singapour achète une partie de Détroit très pauvre, et attend, elle n'a dit rien, elle n'a pas fait un prononcement, simplement attend à que le dernier pauvre part, ils n'ont pas de travail, il n'y a pas de bonne eau. Et alors, what will I see in 5 years or 10 years? A corporate center.
Alors, vous savez, alors, oui, you get the point. Quand tu as écrit dans les livres, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Expulsion, tu parlais donc de la manière comme la ville se construit, ces achats massifs d'immeubles qui sont devenus par la suite des immeubles très technologiques, mais dont l'usage, il n'est plus à la portée des citoyens parce qu'ils ne peuvent plus accéder ni au foncier, ni à cet habitat-là. Donc ces notions de gentrification en quelque sorte, et dans lesquelles la technologie ne va pas forcément dans l'essence de l'habitat social et de l'inclusion sociale. Comment aujourd'hui tu perçois ces nouvelles tensions sociales qui se créent dans les villes par cette spirale ségrégative avec la valeur marchande qui augmente, la gentrification et ce que tu appelles donc les expulsions globales qui se produisent dans nos villes et qui créent des villes très inégalitaires, donc in fine. Alors, je crois que ça, à la limite, ça commence à faire un peu de, je veux dire pas révolution, mais quand même ça va dans cette... Parce qu'il y a beaucoup de gens de classe moyenne modeste, de professeurs, de accountants, lawyers, pas mais modeste, qui ne peuvent plus vivre, ou ils pensaient qu'ils allaient vivre jusqu'à la fin de leur vie. Alors, il y a beaucoup de secteurs de classe moyenne, une classe moyenne traditionnelle, qui ne peuvent pas plus être là. Ça se passe dans beaucoup de villes. Aussi à Shanghai, ce n'est pas seulement dans notre. Alors, je trouve que ça commence maintenant à prendre une vie réelle au niveau de discours. Ce fait qu'il y a trop d'achats de pièces, pieces. J'aime beaucoup le mot pieces. Comment on dit ça en français? Piece. Alors, of urban land. Hein? Alors, je crois que ça commence à pénétrer, vous savez, à un autre niveau. On commence à avoir une espèce de résistance dans certaines villes. Le nouveau maire de Sadiq Khan de Londres a décidé de confronter cette situation. Ça commence un peu à New York aussi. Je crois qu'à Paris, ce n'est pas le discours qu'on voit dans des autres endroits. Alors, c'est un peu différent, disons. Mais quand même, la plupart de ce phénomène est actualisé déjà. Alors, il y a de grandes parties de Londres et de New York qui sont vraiment l'extrême. Par exemple, le Qatari Royals. Le Qatar, la maison royale de Qatar, a plus propriété de Londres centrale, ça m'amuse aussi, que la reine d'Angleterre. Alors, je ne me préoccupe pas d'aucun de deux. They're fine, not to worry about them. Mais quand même, ça raconte une histoire, vous savez. Et pour moi, ce n'est pas le fait de propriété foreign investment. C'est le corporatizing de la terre urbaine. C'est ça vraiment le discours pour moi. Alors, je crois que c'est un phénomène qui a maintenant entré la conscience. Ça se déroule depuis plusieurs années, mais assez invisiblement. On voit toutes ces maisons, grands bâtiments à Londres, par exemple, et on sent le touriste qui dit « Ah, de beaux bâtiments anglais, British ». Mais non, ils ne sont pas propriétés. Et à Paris, vous savez, c'est Turkménistan, Kazakhstan, il y a beaucoup d'autres. Alors, je crois encore une fois que c'est le corporate, ce n'est pas l'étranger, le fait étranger, parce qu'il y a aussi le capital national, disons, n'est-ce pas? Est-ce que tu as théorisé donc, ce concept de ville globale, des villes mondes, je pense que sur la planète entière, nous sommes beaucoup à utiliser ces concepts dont tu es l'auteur, ces villes qui sont devenues donc, cosmopolites, avec un grand mélange. Tu sais qu'il y a des grands débats aujourd'hui au niveau de l'identité, les nationalismes, le régionalisme, l'identité de la ville. Alors, comment aujourd'hui tu observes, d'un point de vue sociologique et urbanistique, le concept de ville globale, des villes mondes, des villes cosmopolites, à l'heure où il y a un repli sur soi par rapport à une espèce d'identité qui est souvent le refus de l'autre, la négation de l'autre. On le voit avec des élections américaines, tu habites à New York. Et
qui s'est traduit effectivement par plus un rejet avec une espèce de difficulté de la pensée altruiste à prendre de nouveau un élan constructif et créateur. Alors pour moi, quand j'ai commencé à faire ce travail, il y a 30 ans, et choses comme 30 ça, ans que tu il faut se rappeler ce que concept. toutes nos grandes villes étaient très très pauvres. Paris était pauvre, Londres était pauvre, Tokyo était pauvre, New York était en crise financière officielle. Alors c'était une époque où l'économie s'installait plutôt hors de ville. C'était la grande manufacture, c'était la construction des infrastructures, c'était tout ça. Alors, il faut se demander pourquoi, à un certain point, et ça commence vraiment dans les zones 80, 1980s, se développe toute une nouvelle économie urbaine de grande richesse, avec la finance, la reine du tout, the queen of it all. Hein. Et alors, ça, je crois que les instruments critiques, critical, the key, étaient la dérégulation et la privatisation. Alors ça commence cette époque néolibérale, comme on le dit, mais je trouve le mot néolibéral est trop pauvre pour expliquer ce qui se passe. Et ça veut dire la mondialisation alors. Alors quand une grande corporation avant de cette ouverture, disons, ouverture, ça sonne toujours très positif, mais ce n'était pas trop positif dans ce cas. Mais les grandes corporations, je prends l'exemple des États-Unis maintenant, faisaient tout in-house. Ils avaient tout le besoin, c'était full-time workers, employés à temps plein. Quand une grande compagnie décide d'entrer le monde mondialisé, l'espace mondialisé, on a besoin de 50 heures de top Mongolian accounting, top Argentinian law. Je m'explique. On ne peut pas avoir tous les gens full-time. On a besoin d'un espace productif qui produit the best Mongolian accounting, the best. Alors, ça c'est la Global City Function. C'est l'ascendance de la intermédiation. Ça veut dire que les grandes corporations ont besoin d'un espace très très complexe où aucune firme individuelle peut produire tout. Alors c'est un grand interconnected space. That is, in its narrowest sense, the global city function. C'est pas simplement la globalisation. Non, il faut expliquer pourquoi toutes ces villes qui étaient tellement pauvres tout de suite deviennent où s'installent. Alors, dans les années 90, ça commence, mais ça, 1980s, s'installe un espace économique de très haut niveau qui demande de gens très, très qualifiés, avec beaucoup d'argent partout. Alors, ça, c'est le phénomène. Et ça, je le vois comme un espace operational space, très networked, and that installs itself in cities avec un effet ombre, shadow effect, qui est énorme. Alors, ça veut dire la gentrification, on a eu beaucoup de normes, beaucoup d'expulsions, etc. de gens. Mais ce que je trouve très problématique, c'est qu'il n'y a pas une conscience. On dit, les gens se oublient que toutes nos villes étaient très pauvres. La richesse n'était pas dans les villes, c'était dans des autres espaces. Alors, et c'est vraiment aussi une fonction de grande intelligence. Il faut aussi respecter l'intelligence, mais ça a eu un effet assez bon dans le début, et après vraiment exploitative. Hein? Ça a pris trop. Et c'est là qu'on est maintenant. Alors, beaucoup de gens ont été expulsés des villes, les classes moyennes, les classes travailleurs. Par exemple, je ne sais pas à Paris, mais à New York et à Londres, il faut faire la subvention to the fireman, comment on dit ça, le bombier? Les pompiers. Parce que le bombier, sinon, ne peuvent pas vivre dans la ville. Et tu veux le bombier, là, dans la ville, s'il y a un feu, tu ne veux pas qu'ils sont à 2 heures, n'est-ce pas? Le teachers? Professeurs. Pas les professeurs d'université, ceux qui doivent dans l'école, la petite école pour les petits gens, etc. The policeman,
moi, je peux en faire sans le police, mais quand même, vous savez. Alors, the policemen and the nurses, l'infirmière. Alors, il faut subsider. Alors, la citoyenneté fait le subside parce que les grandes corporates ont occupé tout cet espace. Il y a là aussi une injustice, n'est-ce pas? Et le gouvernement de ville devrait vraiment prendre conscience de ça aussi. Saskia, quand tu évoques ça, j'ai envie de te demander à l'égard de cette inégalité dans la répartition des richesses versus aujourd'hui donc l'expression citoyenne. On a évoqué la démocratie élective, on parle aujourd'hui de la démocratie participative, on se pose des questions par rapport à la démocratie élective, par rapport à la démagogie et le populisme qui gagnent par rapport à la détresse qui s'installe dans le monde urbain face à cette inégalité, cette difficulté. Comment tu évoques aujourd'hui cette notion de démocratie élective, participative, dans ces contextes-là, des inégalités de la ville et des difficultés à partager les richesses que néanmoins, comme tu l'as très bien dit, la ville génère. La ville aujourd'hui génère des richesses. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Alors, je vois commencer par dire une chose well, maybe I don't make it so complicated, but je crois que l'espace de combat social pour l'inégalité et contre l'inégalité, ça se déroule aujourd'hui dans notre ville. Et quand je dis au début que l'espace frontière, la vraie frontière, où des acteurs de mondes divers pour lesquels il n'y a pas un established rules of engagement. Maintenant, c'était dans les frontières historiques, c'était at the edges of empire. Aujourd'hui, c'est dans le centre de nos villes, nos grandes villes. Alors là, ça donne vraiment un besoin de connecter. Je crois que ça dit Cannes à Londres, Anna Hidalgo ici, ils sont des maires qui confrontent cette réalité. Ils savent que chaque acteur dans la ville, il faut le reconnaître, parce que sinon, ça devient vraiment un espace problématique. On a déjà vu l'année dernière, on a vu ici à Paris aussi, des manifestations assez violentes, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre que pour ceux qui n'ont pas le pouvoir, l'espace de la ville, c'est l'espace stratégique aujourd'hui pour faire des réclamations. Et j'aime pour ça simplement cette statement, comme j'ai dit au début, estamos presentes. On est là aussi, n'est-ce pas? Alors, au niveau pratique, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est très intéressant pour moi, comme déroulement historique, qu'on a maintenant dans plusieurs villes un type de maire, de mairie, qui prend connaissance de ça. Et ça dit qu'Anne et Anne Hidalgo sont deux bons exemples. Mais il y a Ana Colau à Barcelone. Alors il y a plusieurs, vraiment. À Madrid. Et je ne veux pas dire rien sur le fait qu'elles sont toutes de bonnes femmes. mais quand même. Alors, je crois que quelque chose a changé. Mais je crois qu'aussi, pour le faire un peu plus on ne sent pas ça suffisamment, que l'espace ville, il-même, capture d'une manière très dramatique, très directe, très concrète et très visible un conflit, une impossibilité de continuer dans la même manière qui est beaucoup plus élusive dans d'autres espaces. Ça ne donne pas seulement dans la ville, mais dans la ville, ça devient. Et alors, encore une fois, estamos presentes. Il faut se rappeler de ça. Mais je crois aussi que cette notion de frontière, alors, comme je disais, pour moi, c'est l'espace historiquement où des acteurs de mondes divers ont un encontre pour lequel il n'y a pas established rules of engagement. Si on applique ça à la ville, ça change beaucoup de choses. Parce que dans cet espace de la frontière historique, il y avait très peu d'espace pour ceux qui étaient l'autre. Dans la ville, il y a l'espace pour les autres. Alors ça fait toute la différence, je trouve, et c'est pour ça qu'ils peuvent simplement dire « nous sommes ici aussi », et peut-être we're not making reclamations, on ne fait pas de réclamations, mais je vous dis, on est ici. Alors, c'est comme ça. Alors là, je trouve aussi que la technologie, comme je disais au début,
toutes ces capacités électroniques qu'on a maintenant, il faut open source every neighborhood. Ça, tu m'as senti parler de ça, n'est-ce pas? Absolument. Alors, il faut vraiment capturer cette intelligence, faire présente à la grand-mère, aux petits-enfants, aux sans-abri, etc. Je dis toujours qu'à New York, les sans-abri sont les experts on the rats. Rats, comment on dit rats? Rats. L'animal. I'm talking about the animal. La rate, on dit la rate? Les souris, Ah, les vous rats, n'avez pas un mot pour ça. À New York, c'est un grand sujet, la rate. On fait un census of the rats. Il faut trouver le mot français quand même. Hein. Ça, ici, quelqu'un doit connaître le... Alors, vous avez senti. We have in New York more rats than citizens or than residents. Ça, c'est phénomène. Okay. C'est un combat ouvert maintenant. Alors... On aura appris quelque chose de plus, Saskia, aujourd'hui, par rapport à tes multiples expressions que tu utilises entre l'anglais et l'espagnol. But I want to come back to the question on the global city. Yeah. Alors, j'expliquais cette fonction d'intermédiation avancée qui représente une nécessité pour l'économie globalisée. Hein. C'est pas comme ça une chose que quelqu'un a inventée. C'est systémique. Mais aujourd'hui, la ville globale est aussi un espace d'une injustice énorme. Hein. Il faut mettre là. Et à la limite, je me trouve dans des situations où je dis ce type de density, la densité n'est plus urbaine. Ça déurbanise. Il y avait une époque où on pourrait dire peut-être jusqu'à 50 ans, si c'était dense, il y avait densité, on pouvait dire ah, c'est une ville. Pas maintenant. Ça peut être très dense, mais simplement un grand méga project que privatise l'espace urbain. Hein. Je ne crois pas que vous avez tant de ça ici à Paris que nous à New York. Hein. Mais à New York, il y a... Jean-Louis Missika, que je salue, je suis bien placé pour le dire. Bonjour Jean-Louis. Comment ça va? Il y a beaucoup de situations, tu sais, où vraiment il y a la densité, mais il n'y a pas l'urbanité. Hein. Alors c'est un espace contrôlé. C'est un sujet qui lui est très cher à Jean-Louis. Oui. Ah, Paris vraiment a fait des choses extraordinaires, il faut dire, oui. Tout à fait. Saskia, malheureusement, on peut passer des heures, le temps passe. J'aimerais commencer à conclure. Il y a un concept que tu as développé qui est la ville incomplète. La ville comme quelque chose d'incomplet, de non fini, en perpétuelle réinvention, pour utiliser un terme qui est cher à Jean-Louis, mais adaptation. Là, c'est lui, en tant que politique, qui a une vision sur la ville, mais il y a cette notion d'espace incomplet, d'incomplétude de la ville, et qui demande qu'on appréhende la ville autrement, avec des moins de certitudes, avec plus d'interrogations, avec beaucoup plus de recherches que le faut pour comprendre ce que tu appelles les pouls de la ville, la manière comme la ville bat son cœur, et pour mieux le comprendre. Voilà. Donc, est-ce que cette notion de ville incomplète aujourd'hui, à l'heure où des tensions sociales apparaissent, à l'heure où les réfugiés en Europe de fer sur beaucoup de villes et créent des nouvelles situations, des mouvements, voilà. Comment cette notion de ville incomplète aujourd'hui est traversée par ces nouvelles tensions sociales? Well, 2 points. Je parle de réfugiés. La première petite chose que je veux, comme ça, emphasize, c'est que la ville est un espace complexe mais incomplet. Absolument. Et c'est ça qu'a donné à la ville et aussi au voisinage modeste une vie beaucoup plus longue à travers de centuries. Tout à fait. Que de grandes firms avec de pouvoir, de corporations. Alors, et de formes de gouvernance avec assez de pouvoir, mais fermées. Alors, cette incomplétude de la ville, c'est une chose très, très intéressante. Absolument. Et je crois que les nouvelles technologies ont aussi cette option de complexité, mais quelque chose d'ouvert, d'incomplet qu'il faut finir. Deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui, il faut protéger cette notion de ville, parce qu'il y a trop de menaces contre cette notion de complexité, mais ouverture, etc. Et je dis encore une fois que le voisinage modeste ont eu des vies beaucoup plus longues à travers des siècles que de grandes entreprises. Absolument. Il faut quand même dire, ça c'est phénoménal. Hein? Alors, c'est dans la ville, je crois, où la question de l'inégalité, où ceux qui n'ont pas beaucoup de pouvoir
aujourd'hui se peut dérouler, on peut le confronter, on peut l'accentuer d'une manière qu'il n'y a aucun autre espace, je crois, parce que tant des autres espaces sont privatisés, où on peut faire ça. Alors, c'est vraiment un espace d'une énorme complexité, une mixité de conditions. C'est comme ça. Je ne sais pas s'il répond. Si, You look like you want more answers. Complexité de la ville et incomplète. Et les réfugiés, donc toi tu es très engagé au niveau international, tu vas aujourd'hui dans 2 villes différentes du monde pour maintenir la flamme du combat par rapport aux immigrés dans cette notion d'altruisme et de respect de l'autre. Donc aujourd'hui, en Europe, c'est un problème qui prend des proportions. On le voit aussi aux États-Unis avec le racisme. Oui, j'ai pas compris dans les 2 dernières années pourquoi l'Union européenne n'a pas fait beaucoup de réclamations aux États-Unis, à l'Australie. Alors, ce sont eux qui ont commencé cette guerre. Pas Syrie. Syrie, c'est un peu différent. Alors, ça, c'est un point, une accotation en marge, disons. Mais je crois qu'on a à voir aujourd'hui avec une nouvelle histoire de la migration, un 3e sujet. Il y a le sujet des réfugiés, il y a le sujet de l'immigré. Mais aujourd'hui, on a un 3e sujet pour lequel il n'y a pas de loi. Pour les 2 autres, il y a de loi. Et c'est un sujet qui émerge d'une perte énorme de habitat. Et ça, c'est il faut faire de la loi. Je crois qu'on doit finir. I see that you are anxiously trying to signal, shut up, shut up. So I shut up. I said everything. Saskia, on pourrait passer 2 heures. Et le public est nombreux et captivé, comme d'habitude, à chaque fois que tu viens. Je tiens à te remercier très sincèrement au nom de l'organisation. Je pense qu'au nom de la maire, au nom de Jean-Louis Missika et de toute l'équipe, ta présence réconfortante et inspirante. Merci Saskia. Merci à toi.